au conte du caniveau. Voilà, moi c'était toutes mes lectures de la semaine. Il n'y avait pas beaucoup de choses parce que la semaine dernière il n'y avait pas beaucoup d'achats. Les contes du caniveau. Alors, je vais commencer par faire j'ai fait un petit résumé. On a le Mais je t'en droit, prie. on a le droit en préface enfin, une sorte de pré-préface du bouquin. Quand on a les rabats, on a une petite biographie de l'auteur et on nous explique bon, que c'est le jeune frère de Yoshiharu Tsuge, donc de 4 ans son cadet, que sont tous les deux des auteurs qui ont été publiés dans le... Ah, attends, t'as disparu parce que j'ai fait une bêtise. C'est mieux comme ça. Qui sont tous les deux des auteurs qui ont été publiés dans le Garo. Et donc on sait que Tadao est né en 1941, qu'il a vécu avec sa mère et son beau-père, son père étant mort en 1942, donc quand lui il avait tout juste 1 an, que son beau-père était violent et que ça l'a obligé lui et son frère à souvent fuir la maison et pour errer dans les quartiers tokyoïtes post-seconde guerre mondiale, hein, et que vers l'adolescence il a bossé après le collège dans une banque du sang. Et ça on va y revenir parce que ça revient souvent dans les contes du caniveau, et qu'en 1960 il rejoint Garo, il travaille, Ah, il arrête, et que c'est... il- ouais, il fait des livrets de prêt aussi Ouais, avec son frère. Parce qu'à un moment, il monte une boîte avec son frère qui c'est coule. ça dure Et 2 3 ans, puis, et hmm. c'est marqué, c'est après qu'il s'explique en post-face où il fait ouais, mon frère, il a fait ça. Tu sens que Tadao, il a vraiment un mec qui a été poissard parce que il dit, il a fait un manga, ça s'est gaufré. Il a fondé une boîte, ça s'est gaufré. Il a fait ça s'est gaufré. Tu fais, ouais, en fait, c'est juste un poissard de la vie, quoi, le mec. C'est pas possible d'avoir Ouais, et puis autant de... il a fait plein de boulot, ouais, parce que dans les versions anglaises, ils disent qu'il a travaillé dans un truc de vêtements de jeans, qu'il a travaillé dans des trucs de hardware. Enfin voilà, il a fait vendeur, des petits boulots pour survivre, quoi. Et donc, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il a déménagé à Shiba, qu'il fait des mangas sur les pêcheurs, et que de ce que je vois comme info, il serait encore en vie et il serait âgé de 82 ans. Et donc il ressemble. J'ai une petite photo du monsieur. Si je parte. Ah, attends, je fasse pas. Voilà, il ressemble à ça. J'espère que c'est pas Yoshiharu Tsuge. De l'image que j'ai vue, c'était marqué Tadao Tsuge sur le site. Donc j'espère que. Après, bon, ils sont frères, donc ils doivent se ressembler beaucoup. Donc ça va être un peu compliqué si. J'espère que Non, j'espère que je me suis c'est pas. J'espère que je me suis pas foiré. c'est lui, Tadao, il est plus fin. D'accord, Je veux dire, Yoshiharu est plus fin. d'accord. Donc, Donc alors maintenant on est sur un bouquin estampillé Cornelius, donc on est vraiment sur du grand format cartonné avec un petit livre, un petit liseré pour en guise de marque-page. Et c'est un peu comme les œuvres de Yoshihiro Tsuge qui sont dans le même format. C'est un recueil d'histoires et pas un manga en tant que tel où on suit une histoire du chapitre 1 au chapitre X. Et donc on revient sur une petite sa carrière de 69-74 qui m'a assez surpris parce que on est sur 5 6 ans de sa carrière. Là où sur son frère Yoshiharu, on a quand même eu 5 tomes. On a 65-66 pour le Marais, 67-68 pour les Fleurs Rouges, 68-72 pour la Vis. Après, on est 73-74 pour la jeunesse de Yoshio et 80 alors, à 85 pour Désir sous la pluie. Mais ça c'est expliqué parce que bah, il a fait du manga, il a arrêté, il a repris, il a recommencé, il a arrêté. Ce qui fait qu'on est ouais, sur. mais sache que moi j'ai deux versions, j'ai deux éditions anglaises ici, Ouais, Sommelier et Trash Market. ouais. Et en fait, dedans, tu as des histoires, il y en a presque une vingtaine ou une quinzaine. Et les histoires là-dedans, j'ai retrouvé que deux histoires parmi les 15. Et les dates qui sont affichées là, c'est 1969 à 78 sur Slum Wolf. Et l'autre, c'est 1968 à 1972. Et donc du coup, je sais pas trop comment ils ont découpé leur anthologie. Est-ce qu'ils l'ont pas découpé par thématique plutôt? D'accord. Parce que Tu vois, je me pose la question. c'est vrai que moi je pensais, moi je revenais sur par rapport à Yoshiharu, où Hmm. Yoshiharu c'est vraiment t'as la chronologie, donc tu peux vraiment voir chapitre par chapitre, mois par mois, semaine par semaine tout ce qu'il a produit, enfin ce que je suppose. Et là c'est vrai que ça m'a surpris de me dire, quand j'ai lu le sommaire j'ai fait, ah ouais il y a eu 3 ans où il a rien fait, et après quand j'ai lu la postface j'ai fait, ah peut-être il a arrêté le manga, il a fait autre chose, et il est revenu ensuite. Et bah, c'est expliqué dans la petite, pour moi, ce qui est un peu la préface, qui est donc ici, où on nous dit sur le rabat que l'auteur a été inspiré des ruelles misérables de Taitaishi, un quartier très défavorisé de Tokyo, avec des yakuza, des prostituées, etc. etc. Et donc on a des histoires bah, qui sentent bon
le caniveau, tout le titre Conte du caniveau, et donc ça sent quand même bon la noirceur et la violence urbaine, tout au gré des histoires, même si elles sont plus ou moins violentes et plus ou moins urbaines. Euh, Si tu veux, on va revenir vite fait. J'avais pris quelques photos de chapitres pour illustrer. Il y a déjà la première qui s'appelle Élégie de l'ère Showa, sortie en avril 69. On va suivre le quotidien d'une famille, on va dire des bas quartiers qui. De toute façon, les bas quartiers, c'est à chaque fois ça. Hein, c'est toujours une famille des bas quartiers. Et on va suivre une famille où t'as un. Alors, pour moi, c'est le grand-père qui est très violent envers son petit-fils. Et quand t'as lu la biographie de l'auteur, tu fais Oui. ouais, ce serait pas une métaphore, une allégorie de son beau-père qui est un gros connard. Parce que plusieurs fois, il le frappe, il dit ouais, t'as dit ça à ta mère, etc. Petit morveux. Et surtout quand tu vois à la fin que le gamin, à la fin, quand il a un petit peu pris de liberté, il fuit et il s'échappe dans les ruelles de Tokyo. Je me dis ouais, ça sent Ah, mais quand même. c'est clairement inspiré de sa vie, hein, C'est là-dessus. clairement une autobiographie Oui. plus ou moins déguisée de sa jeunesse. Après, c'est comme son frère, hein, je veux dire, ils racontaient leur vie au final, sous la forme de personnages, d'avatars, sous une forme romancée. Mais lui, voilà, il fait pareil, hein. Ah bah, mais tu sais que moi, en fait, comme j'ai lu les histoires, j'ai fait ok, je prenais des notes, je fais ok, ok, ok. Et après, j'ai lu la post-fac, j'ai fait ah, d'accord, cette Mmh. histoire-là, c'est ça. Et tu sais, ça m'a fait des connexions logiques pendant toute la lecture de la post-face. Je me suis dit, ah, c'est un truc de fou. La seconde Ah, mais histoire. quand tu connais la vie de l'auteur, tu redécouvres les histoires, en fait. Tu te dis: «Ah oui, OK, je comprends mieux le sens et le message qu'il y a derrière, en fait». Ah La bah, profondeur de l'histoire, hein. celle-ci. Alors que, honnêtement, les deux, trois premières histoires m'ont pas marqué plus que ça. J'avoue que la première, maintenant avec le recul, je la comprends un peu mieux et je pense qu'une relecture me fera peut-être changer d'avis. Bah, la deuxième histoire, donc, qui s'appelle La vieille dame, sortie en juin 69. Donc c'est toute une histoire qui tourne autour d'une vieille dame, d'où le titre, qui rappelle ces vendeuses de Bombec, la vendeuse de Bombec qu'on a dans 20th Century Boys. Je sais pas si tu l'as lu, le manga de Naoki Urasawa. Oui, bien sûr, ouais. Il y a Tu vois, longtemps, mais je l'ai lu, il oui. y a toujours il y a toute une histoire, il y a, tout un- il y a pas- il y a plusieurs passages qui tournent autour de cette dame qui te vend des bons becs, et si tu tires au hasard, tu peux avoir une médaille de super-héros, ou si tu manges une glace, si tu as le truc gagnant, tu peux avoir une glace. Et il y avait cette grand-mère qui revenait mais plusieurs fois, qui sert à rien, hein, c'est juste une grand-mère qui est là, et c'est un peu ce même personnage qui tient une boutique de bonbons. Et l'histoire est sympathique, mais c'est vrai que là, Mais c'est peut-être ce qui est la moins marquante de tout ouais, l'anthologie. mais en fait, alors tu vois, la première, clairement, ça montre la difficulté, des gamins, pauvres comme ça, là, qui subissent un petit peu, bah, cette pauvreté, à vivre tous les jours, la violence, de la famille, enfin, tu vois? Et cetera, même la violence de la rue. Là, tu vois, au final, tu as une histoire où tu as une mamie, hyper sévère, qui, continue comment dire? Sa petite boutique à l'ancienne, qui a pas su prendre le train de l'évolution, qui vend toujours ses bonbons à l'ancienne, tu vois? Qui a été dépassée par tout le monde, en fait. Les gens qui vont chez eux, c'est limite ceux qui cherchent un peu de la nostalgie, presque, je dirais, tu vois? À lire, et cette mamie qui finalement, au début, paraît hyper méchante, hyper fermée, elle, comment dire? Elle est très sympathique au final. Elle s'ouvre, tu vois? Au contact de ce gamin. On montre qu'elle a pas un visage, si sévère, et j'ai beaucoup aimé la fin parce qu'en fait, à la fin, il justement, il n'a plus de nouvelles d'elle, et il découvre que que sa petite fille à la grand-mère ouvre aussi un magasin, ce qui fait que ça répète un peu la boucle, tu vois? Dans le sens où, bah, tu es fils de marchand, tu vois? Tes parents sont marchands, tu seras fils de marchand, tu vois? Tu as aussi ce côté, tradition qui se remet automatiquement dans la famille. Donc j'ai beaucoup aimé moi cette histoire, pour ce qu'elle raconte, et qui au final, un état des lieux de la société, et je pense qu'il a dû connaître une petite vieille, dans son enfance, et c'est pareil, ça a dû l'inspirer, de ce côté-là, quoi. C'est son... Enfin, j'en parlais hein, avec 26 Voice, c'est un truc qui était dans 26, je me dis, ok, ça devait vraiment être un truc qui devait être hyper récurrent dans les quartiers tokyoïdes pour que deux auteurs à des Mmh. époques différents, et je sais pas si je vais pas dire que Naoki Urasawa était inspiré par ça, parce que je pense qu'il y a plusieurs à avoir grandi là-dedans, mais moi c'est celle qui m'a le moins marqué, j'ai pas Mmh. pris beaucoup de notes par rapport à ça. Ensuite on est en 71 avec Les Voyous, et c'est Ouais. celle-là, quand j'ai vu, j'ai fait ah ouais, on est vraiment déjà dans les. Tu vois, on était un peu plus sur le côté. On avait un peu la biographie avec la première, une petite grand-mère, c'était touchant. Et là, tu sens vraiment, là, on est avec l'Araka et les Yakuza, etc. Où
T'as cette Ça y page est, ça avec la commence, ouais. couverture où, eh On poupée, descend d'un cran tu dans la veux société baiser, eh encore. poupée, tu veux baiser, tu fais. Hmm. Ah ouais, là vraiment t'es sur les gros pointeurs qui sont au bas de ta rue, qui sont en train de bicraver, etc. Ah, déjà cette histoire-là, on est un peu plus dans les quartiers peu fréquentables de Tokyo, les quartiers de Yakuza où ça te tape dessus, ça te vole ton portefeuille. Ah, j'ai bien aimé cette histoire-là, hein. Mais, Elle est violente, elle ouais. marque, elle est vulgaire aussi parce que les deux premières sont pas aussi vulgaires. Là, c'est Mais là déjà, quand t'as le déjà, elle commence, Epupaichi. elle est crue, hein. Elle est crue d'entrée, Une scène t'as de une cul. scène de Une scène ouais, de tu une cul. scène de cul. Je l'ai pas pris en photo Hem, parce que je veux pas me faire strike oui, bien par sûr, ouais. YouTube. Mais du coup, moi j'aime beaucoup celle-là parce que tu vois, elle est en 71, ça veut dire que mai 68 est passé, et ça montre des gens qui font n'importe quoi en fait. Ils vivent de manière totalement insouciante, c'est vas-y, on baise, on sort, on fait de la merde, on rencontre des gens, on se tape dessus, et tu vraiment ce côté, tu vois des mecs en costard, ivres morts, tu vois, qui sont dans le coma, enfin Oui, tu bah, sens que c'est la représentation de la société qui, ça y est, n'a plus de limites, ne sait plus se tenir, en fait. et alors là, faudrait qu'on revérifie par rapport aux dates. C'est pas le début, tu sais, le Japon commence à s'industrialiser de fou, à remonter la pente, à commencer à monter dans leur bulle spéculative, tu sais, où ça commence à monter, il y a une sorte d'inflation pour eux, où tout... Ouais, tout mais je pense que c'est plus les années 80, je ouais, crois. parce que... Peut-être, c'est plus à la fin des années 70, début Ouais. 80. Parce que je sais qu'il y a eu une période où c'était vraiment, bah, c'est un peu comme nous les 30 Glorieuses au Japon, où tout était parfait. Donc forcément, quand tu as connu les années 50-60, où tu vivais dans des bidonvilles, le caniveau, et là tu commences à avoir un salaire, tu peux avoir... Tu sais, je sais que... Alors je sais plus si c'est en France ou c'est au Japon, ils disaient la télé, le frigo et je sais plus Ouais. quoi. T'étais heureux, bah, je pense que c'est cette époque-là où ils commençaient à avoir la télé, la radio, etc. Les mecs, ils commençaient à avoir de la thune qui rentrait à la maison. Et donc forcément, tu te dis, putain, à la fin du mois, il me reste encore assez pour me foutre pinap tous les soirs au peuple du coin. Allez, on va aller se mettre minable, on va finir dans le caniveau. Ouais, Et, puis surtout, tu as quand même un jeune couple qui semble pas, comment dire, si à la marge que ça, et en fait se retrouve face à des gens totalement à la marge, en fait, tu vois, ouais, en allant dans les fameux quartiers ouais, qui mentionnent c'est ça. Tokyo, le fameux quartier Tataishi, donc ils doivent traîner là-dedans, et ouais, ils tombent sur des Yakuza. Il y a un passage où, pour moi, où clairement on parle de Yakuza. Je l'ai pas pris en photo, j'ai pas pris la page en photo, mais il y a un passage où il mentionne. De toute façon, ce personnage-là, est avec sa casquette blanche, son manteau blanc, sa chemise ouverte jusqu'au nombril et ses lunettes de soleil, il pue le Yakuza, hein. Mm. Ou en tout cas, le mec qui veut se faire passer pour un Yakuza. En tout cas, cette histoire a été sympa et c'est marrant d'avoir cette couverture avec le personnage qui quand tu maintenant quand tu sais ce qu'il dit le personnage quand il te regarde sur la couverture, tu rigoles un tout petit peu. Ensuite, on passe à la cour des miracles et pareil, bah, c'est quand j'ai lu la postface et j'ai fait ah ouais, ok, c'était vraiment une dinguerie le Japon à cette époque-là. Donc on va suivre une bande de marginaux qui errent dans Tokyo et qui ont pour passion ou métier de donner leur sang dans une banque du sang. C'est encore une fois très vulgaire. Il y a un passage où il croise un mec qui est gay, et donc il se fait insulter d'homosexuel, etc. Le passage où il dit écarte les fesses, haha, il rigole. Tu sens vraiment cette bande ouais, de marginaux qui traînent, qui font n'importe quoi. Il y a un passage qui est hyper cru où ils retrouvent un de leurs potes qui est un vieillard et il dit hey, machin, raconte-nous quand t'as violé une collégienne. Je me suis dit quoi? Et je me suis dit mais quoi? Et ils parlent de ça, mais tranquille, ils rigolent et ils se tapent une barre. Et moi, ça m'a. Ah, j'étais un petit peu choqué, hein. Celui-là, il m'a choqué. Et pareil, toute l'explication sur la banque du sang, où les mecs ils donnent leur sang, et qu'à la fin, une explication de Tadao Tsuge qui a travaillé dans ces banques du sang pendant plusieurs années après le collège, et qu'il explique, il connaissait le fonctionnement, et que pareil, Yoshiharu explique le fonctionnement, où les mecs, ils y allaient une fois ou deux dans la journée, ils étaient quasiment anémiques pour gagner 3 francs 6 Mm. sous. Et en plus, il disait que voilà, à l'époque, ils n'avaient pas de protection parce qu'ils nettoyaient les tuyaux, ils faisaient tout. Et dans les postfaces anglaises, là, j'ai pas tout relu, mais j'ai lu une partie, il disait qu'il y en a plein qui chopaient des hépatites, qui chopaient plein de maladies et qui mouraient, quoi. Donc c'était un métier mais hyper dangereux, en fait, sale et dangereux. Toi, j'avais pris une capture, toi, j'avais pris en photo le passage où il en parle. Je sais pas si il apparaît. Toi, il dit les gens venaient vendre leur sang et formaient une longue queue
enfermés dans leur silence, comme ceux qui n'avaient jamais vu à l'époque, voyous des villes, habitants sans boulot du quartier, ouvriers, homosexuels, handicapés physiques, chômeurs, anciens lieutenants de l'armée de mer, hommes et femmes qui n'étaient pas plus que l'ombre d'eux-mêmes, certains n'appartenaient à aucune de ces catégories, ces vendeurs de sang étaient appelés spenders, dans mon souvenir, entre 800 et 1000 spenders par jour, parfois jusqu'à 1500 se présentaient Ouais. chez nous. Les appareils de collecte de sang étaient très simples, un tuyau en caoutchouc de diamètre d'1 cm et d'une longueur de 40 cm. Et après, je sais qu'il explique plus loin que ouais, on le nettoyait avec de l'eau, etc. On avait du sang plein les mains, on mettait du temps à le nettoyer, etc. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais s'il s'opait pas à toutes les maladies du monde, dont le sida ou une hépatite, je sais pas comment c'est possible, tellement c'était vétuste. Et je sais que Yoshiharu, il explique que ouais, les gens, on leur faisait faire un test pour vérifier s'ils avaient pas le sang pas trop clair. Et les Mm. mecs, ils y allaient une fois ou deux par jour, et des fois plusieurs fois dans la semaine. Il se fait retirer autant de sang d'un coup. Les mecs, Ouais, ils devaient canner au bout d'un moment, c'est pas possible. C'est. ah ouais, bah, en même temps, c'était leur seul revenu, hein. Ils avaient tellement rien, ces gens-là, qu'au final, ils gagnaient 3 yens en vendant, quelques yens en vendant leur sang. Ouais. Et puis quand t'as que ça, tu prends des risques. Et puis, quand on voit les marginaux, enfin, ils ont rien à perdre, quoi. Tu vois, ils ont plus rien. Donc, Il y a une autre chose qui m'a marqué, je l'ai pas pris en photo. C'est dans la postface sur la préface sur de Yoshiharu quand il parle de ça. Il dit il y a même des gens qui étaient on va dire des pions où genre on venait faire le test, il venait pour 10 secondes, il se faisait pomper le sang. Et après il y avait le vrai mec qui voulait le pognon, il venait se faire piquer le sang. Tu fais mec, ça fait 3 fois qu'on te pique 100 millilitres de sang. Au bout d'un moment, t'as plus rien dans le corps. Là, c'est mm. où ils expliquent qu'ils se mettaient une balle sous les selles pour bloquer le sang dans leurs bras pour qu'il y ait assez de sang qui soit bloqué au niveau du bras, ou ils mettaient un élastique. Alors c'est horrible ce que je vais dire, mais limite un manga entier là-dessus, ça m'intéresserait, hein. Tellement c'est horrible. Mais juste voir le fonctionnement de ça, un vrai manga documenté, etc. sur cette époque-là, euh, le peu qu'on voit là-dedans, ça m'a choqué, ça m'a glacé le sang, mais j'aimerais bien en voir un peu plus. Il y a peut-être des chances qu'il ait fait un chapitre là-dessus, hein, c'est possible, hein. Bah, il y en a au moins deux, parce que dans celui-ci, il y en a au moins deux. Quand il revient à 2 fois avec le même personnage sur Ouais. la banque du sang. Mais on suit un peu les passages et ils viennent à la banque du sang. Mais c'est vrai, un truc complètement centré dessus. Tu sais, en mode tu suis un personnage, pourquoi il vient donner son sang à cette époque-là. Ou tu suis une prostituée, un homosexuel, un ancien sort de la DDR. Et à chaque fois, tu comprends pourquoi il est dans la S. Tu vois, je me dis s'il y a un auteur un auteur japonais que là, qui regarde, s'il se pose la question, il cherche une idée de manga. Ensuite, on a un trottoir en été qui est sorti en août 72 et qui, je pense, par rapport aux dates, c'est peut-être basé sur un vécu de l'auteur, alors qui est, je trouve, assez artistique avec le fait que le personnage n'a pas de visage. Tu vois il a des cheveux, des Mm. vêtements, mais son visage n'est pas dessiné, et on va le suivre déambuler sur un trottoir en été, Ouais, mais d'où le titre, en pleine canicule, et en pleine avec canicule. un trottoir qui fond même, tellement le Ouais, goudron fond ouais, sous ses pieds, tout quoi. ça, il dit que c'est super chaud, etc. Juste pour la base parce qu'il avait une migraine et qu'il voulait aller à la pharmacie, et il va tomber sur une femme qui a pas de culotte, qui tombe, etc. Il va tomber sur un couple qui va tabasser un chien à mort, et tu te dis On encore une dirait une fois, sorte de rêve, en fait, un rêve qu'il a fait et ouais, qu'il a voulu dessiner, et quoi. regarde, et tu vois encore, tu vois, des visages qui sont pas dessinés, tu vois, il y a vraiment que des fois, même toi, la dame qu'on voit là n'a pas de visage. C'est assez particulier, moi j'ai trouvé très artistique par moment, enfin, dans cette envie de faire quelque chose où le seul visage qu'on voit, c'est vraiment ce monsieur qui bat à mort un chien en souriant, il est Oui, content, juste parce que le chien a a arraché un truc à sa femme, je sais plus quoi, mais c'est. Ouais, c'était pas super agréable de vivre à Tokyo à cette époque-là, hein. Allez, le quartier qui dépeint, il est pas forcément super joyeux. Et, non, et puis c'est vrai que là, la fin de l'histoire m'a un peu. Je me demandais qu'est-ce qu'il voulait raconter avec ça, en fait. Tu vois, ce côté, au début, il a juste du mal à marcher et compagnie, il voit des trucs, puis ça finit par un mec qui violente le chien jusqu'à le tuer. Et tu fais, ok, mais qu'est-ce que ça a voulu me raconter là? Tu vois, je suis resté perplexe face à l'histoire. honnêtement, entre le rêve, moi je pensais vraiment juste à. Il a une anecdote, il a parcouru la ville, Mm. il a vu ça, il s'est dit, oh, ça ferait une super histoire. Et c'est vrai qu'à la fin, tu fais, oui, et. Mais j'ai bien aimé, encore une fois, hein, le côté artistique, mais c'est vrai qu'à la fin, j'ai fait, ok. Tu vois, j'aurais pas été contre une explication, tu vois, de l'auteur Ouais, qui donne plus de détails, quoi. c'est un de mes petits reproches, on en parlera un petit peu après. Là, après, t'as l'avant-dernière histoire qui est sortie en septembre 72, La bonbonne de gaz, où on suit un homme qui porte des bonbonnes de gaz, et donc il va raconter son point de vue sur son patron,
le fait que c'est un gros dégueulasse qui couche avec sa troisième, qui est avec sa troisième épouse, qui est de 10 ans sa cadette, et donc lui, il montre son point de vue sur ça, sur ce couple un peu étrange et Oui, qui particulier, font que baiser toute la journée, quoi. Ils font lui que ça, bosse, c'est sale. il rentre, son patron est en train de plotter sa femme, en train de coucher avec, ils sont dégueulasses, il parle de l'appartement qui est un dépotoir, il y a de la bouffe partout, elle fait pas à manger, il est tout le temps en train de critiquer, et je me dis encore une fois, est-ce que c'est pas juste le vécu encore de l'auteur qui a travaillé Ah ben si, dans parce un qu'il bouge? il a travaillé là-dedans, hein. Ah, Il a fait ça à un moment de sa vie. Donc d'accord. si, si, je te le confirme. Ok, parce que c'est pas expliqué dans les postfaces où il dit qu'il a fait plein de Alors, boulots. j'ai dû le lire dans les versions anglaises alors. Ok. Et en fait, si, si, il a fait ce boulot-là et donc il raconte son expérience là. Mais c'est ce que Donc c'est ça qui est génial. Mais c'est ce que je me suis dit parce que, au vu du. Encore une fois, par rapport à la postface et tout ce qu'il a dit, je me dis, je sens maintenant que toutes les histoires sont plus ou moins des anecdotes de sa vie. Ouais, cette histoire, encore une fois, c'est dérangeante et on dépeint. On montre pas trop son boulot de porteur de bonbonnes de gaz, on est vraiment plus Oui, focus mais sur sur ce si, couple. bah si, sur la deuxième partie où Ouais, il se retrouve dans cette maison de fou, où il prend son boulot comme si c'était un... Enfin, tu vois, dans le sens, son devoir mm, de le faire, alors qu'il galère sous la pluie, il glisse, il se oui, fait c'est vrai. mal. Tu vois, donc pour moi, il montre son boulot de... putain, il est engagé dans ça, il sait même pas pourquoi, il se fait super mal au point que il parle au fou à la fin parce qu'il pense qu'il est fou, quoi. C'est vrai. Tu vois? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai que j'ai juste j'ai pas pris cette photo-là, mais c'est vrai que oui, à la fin, j'ai complètement oublié de cette partie-là. Je suis resté très focus sur la partie où il parle du couple qui font que Ah non, mais le début, ouais, ouais, non, ouais, mais tout à fait. je Il pense insiste bien il dessus. m'a plus marqué, je pense, c'est pour ça, parce que c'est vrai que là, je regarde, il y a des passages, il y a au moins deux trois pages où ils sont à poil en train de Mm. faire l'amour, quoi, et c'est particulier. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais c'est ça, la deuxième partie de l'histoire, là, ça raconte. Et au début, il prend pas garde au fou. En fait, il laisse tomber les gars là qui sont un petit peu dérangés. Et à la fin, je pense qu'il doit se dire, mais pourquoi je fais ce boulot? Je dois être fou, quoi. Tu vois, et à la fin, il s'est dit, bon, ok, je vais leur répondre. Et Mais moi, ensuite, j'ai beaucoup aimé ce chapitre. ah, moi, j'ai bien aimé aussi, hein. Moi, j'ai trouvé que la deuxième partie de Conte de Caniveau, je l'ai préférée à la première partie. Toi, les trois premières histoires, elles sont sympas, mais je trouve que les trois dernières, on monte un petit peu d'un cran. En fait, à partir de la Cour des Miracles, avec ces histoires de banque de sang, j'ai trouvé qu'on était plus dans le caniveau. Mm. C'est bien Tout à ça. fait. Et ensuite, on a la dernière histoire, donc qui s'appelle Vagabond, qui ressemble un petit peu à la Cour des Miracles. Moi, je la vois un peu comme une sorte de suite. On suit un peu encore un groupe de marginaux qui vont eux aussi donner leur sang, où ils parlent de donner leur sang. Donc on fait encore ces histoires de donneurs de sang. Et encore une présence, il y a un personnage, je crois, qui est homosexuel. Alors je l'ai pas pris en photo la page, mais il y a encore un personnage homosexuel qui apparaît, qui se fait encore une fois insulter ou lyncher. Et on a vraiment l'impression Ouais, de... mais ce qui est intéressant, celle-là, c'est que tu vois, c'est les mecs qui sont devant la banque du sang, ils attendent l'ouverture en Mm. fait. Et ils ont rien d'autre à faire. Et en fait, si la banque ouvre pas, ils sont en train de péter un scandale parce que ils sont en train de dire, ouais, mais là, en fait, on n'a même pas les moyens de rentrer chez nous si tu nous payes pas. Tu vois? Ouais, Les mecs, ils en sont là, quoi. pour 400 yens en plus, hein, 400 ou 1000 yens. Je crois que Oui, c'est marqué dans le truc, c'est 400 dans la postface, c'est 400 yens si tu y vas comme ça, et 1000 yens si tu fais une analyse avant. Mais l'analyse, le problème, c'est que si oui. ton sang est pas assez épais, on te refuse. Donc ils préféraient faire le 400 yens, comme ça ils étaient sûrs d'avoir de l'argent. Et ouais, c'est. Oh, Vagabond et la Cour des Miracles, ah, c'est vraiment les mecs, les marginaux de chez marginaux, les rebuts de la société, les mecs qui vivent dans le caniveau et qui. C'est leur seul moyen de subsistance, c'est leur seul revenu. Ça- Sachant que là, honnêtement, je trouve que par rapport à ce qui a été publié en anglais, Mhm. c'est pas les versions les plus trash. C'est-à-dire qu'en anglais, tu as des histoires qui sont encore plus cryptiques, encore plus sordides que ce qu'il y a là-dedans. D'ailleurs, j'étais assez surpris finalement de la sélection qui reste au final assez légère, même si l'ambiance, hein, comme on l'a vu, hein, on est sur un truc qui quand même, voilà, c'est les marginaux, c'est les reculs de la société, etc. Donc on n'est pas sur des enfants de cœur, mais dans les éditions anglaises, il y a encore plein d'histoires où il va aller beaucoup plus profondément. Et on va retrouver des archétypes, tu vois, dans Vagabond, tu as le gars là, un peu boss, le boss là, tu vois, avec sa tenue noire, ses lunettes et tout. Ce genre de Ouais, personnage, il va revenir, tu vois. À un moment, c'est pareil, ouais, le mec le mec, le business. les mecs de soleil, les lunettes de soleil, gros blouson noir, qui a l'air d'être Ouais, un peu le big voilà, boss. c'est ça.
Il y a un gars, à un moment, justement, en chemise avec ses lunettes et compagnie, ben, souvent, lui, il va revenir, tu sais, un peu le salaryman, tu vois, un peu désabusé, ben, lui, il va revenir souvent sous forme un peu de tueur, tu vois, des trucs comme ça. Donc, en fait, il a un peu ces archétypes qui vont revenir, et chaque fois, les histoires que j'avais lues en anglais, l'anglais est assez dur, hein, honnêtement, Ouais, ouais. c'est assez poussé, elles sont assez glauques, quoi. Et surtout avec son dessin très noir, tu vois, je te montre, par exemple, une planche ici, tu vas reconnaître les personnages Oui. de ce Oui, côté-là. Et en fait, je tu vois, reconnais bien ouais, le petit ce personnage qu'on avait vu qui apparaît dans La Cour des Miracles, qui est un de ces mecs qui va à la Banque du Sang, ouais, qui a un tout à fait, dessiné ouais. qui a un peu été amélioré Ouais. depuis. Hein. Je Ah, reconnais le je tu reconnais. reconnais aussi, tu vois, les homos avec le boss à Mm. côté, tu vois, enfin, il a des archétypes comme ça qui reviennent, et c'est vrai que là-dedans, les histoires, c'est la même, quoi. Les mecs, ils font que se battre, ils font que, comment dire, ils sont tout le temps en train de traîner dans la rue. Tu vois, là, regarde, l'autre, il est en train de lui défoncer la gueule ici. Ah ouais, c'est. Donc, tu vois, il y a encore beaucoup d'histoires à découvrir comme ça. Là, je trouve qu'on n'est pas encore au niveau le plus dark Ouais, de peut-être Tadao Tsuge, quoi. peut-être par. Ils vont peut-être monter tout doucement en violence. Moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai cru comprendre qu'il y avait que deux tomes. Donc, Oui, là, ce qui était juste intéressant, c'était entre les deux frères à l'époque. C'est dans l'île Garo qui disait ça. Il disait que même son frère trouvait que, donc Yoshiharu, trouvait que les histoires de Tadao étaient beaucoup trop sombres. Alors que pourtant, les histoires de Yoshiharu ne sont pas non plus ultra joyeuses, tu vois. c'est dit en plus Et dans la postface. Hein. D'ailleurs, moi, il dit ouais, il y a sa mère et son frère qui sont venus en larmes pour le faire publier. Et il dit ouais, mais le problème, c'est que ces histoires, elles sont trop pessimistes, frère. ouais, Ça pourra pas passer en fait. Faut que tu mets un peu d'eau dans ton vin. Et en fait, ouais, c'est là le truc où je suis un peu déçu. Alors peut-être parce qu'ils ont peut-être pas les connaissances. À la fin des œuvres de Yoshiharu, on a toujours une petite postface de Léopold Dahan, tu sais, qui met un petit peu en. Il mm, t'explique chacune des histoires. Et je me dis, ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça pour Tadao. Quelqu'un c'est qui vrai. te mette un peu en contexte par rapport à sa vie, par rapport à sa carrière, par rapport à l'histoire du Japon. Pourquoi c'est ça? Après, peut-être parce que Tadao est peut-être un peu moins facile d'accès, a fait peut-être moins d'interviews. Ouais, ou Yoshiharu, sa carrière est un peu plus peut-être que longue. dans le volume 2, ils ont prévu peut-être plus de choses, hein. Peut-être, je sais pas trop. Mais c'est vrai que quand tu me dis que dans tes deux volumes, t'as 15 histoires et qu'il y en a trois quatre qui sont comparables, j'espère Même qu'on pas aura deux. deux. Deux histoires. J'espère qu'on aura la totalité de l'œuvre de Tadao, ou en tout cas une bonne partie en France, parce que moi je suis très curieux. Si tu m'avais dit, ouais, c'est Tatsumi en plus sombre, c'est vrai que Tatsumi, il y a un petit côté. Tu sais, c'est dur. Moi, je me souviens, c'est dans l'enfer, je crois, où tu sais, t'as un mec qui se promène dans la rue, il tombe sur un fœtus mort dans le caniveau, Mm. et tu fais, ah ouais, ça m'avait marqué. Conduire des caniveaux, c'est moins. Il y a pas ça, mais c'est vrai que tu sens plus ce côté, encore une fois, les marginaux, les mecs qui vivent Très social. ouais, c'est ça, social, Mm. où tu sens vraiment, et biographique aussi, hein, avec sa vie, mais vraiment ces Et gens qui vivent dans les bas quartiers, qui sont vraiment dans les voilà. banlieues, les bidonvilles, ceux qui ont aimé Peut-être- ouais. Ashitanojo, tu sais, l'aspect, il vit dans les bidonvilles, vous allez kiffer, hein. C'est Ashitanojo en pire. Ashitanojo vit Et vraiment dans des beaux quartiers par rapport à ici. Hein. en fait, c'est Tatsumi, il va surtout être sur la classe ouvrière, en fait. Et alors que, donc, ils travaillent, ils sont quand même dans la société. Alors que Tadao, il s'intéresse aux gens qui sont totalement hors société, ceux qui ne cherchent pas à travailler, ceux qui survivent en fait de leurs propres moyens, comme ils peuvent, et qui sont à moitié des voyous, à moitié des gens perdus, à moitié des handicapés, des anciens de l'armée tu vois, qui finalement sont des blessés, etc. Ceux qui n'ont pas su en fait prendre le fil, tu vois, Ouais, le truc de la société. rebondir et Voilà. qui sont. Tu sais, avec Sengo, je pense que tu l'as lu, Sengo, tu m'avais dit, je crois que tu Oui, l'as tout lu. à fait, ouais. C'est génial, Où tu Sengo, ouais. suis vraiment la carrière de militaires post-guerre, et tu sais, qui sont un peu dans la galère, mais pas autant que dans ce qu'on voit dans le camp du caniveau. Sengo, ils sont un peu galériens, mais ils arrivent quand même un petit peu à s'en sortir de petits boulots, etc. avec le bar d'un des deux qui tient un petit bar, je crois. Là, on est vraiment dans la galère de la Tout galère. à fait. Et Et d'ailleurs, tu vois, le titre anglais, là, tu as Slum Wolf. Slum, c'est les bas quartiers. Tu vois, c'est vraiment ce côté, les doyas, tout ça. Et le deuxième titre, c'est Trash Market. Tu vois, donc même les titres, tu vois, ils sont assez forts. Et Conte du caniveau, enfin, voilà, je trouve que ouais, ce titre est génial. parce qu'en plus, dans le bouquin, il parle, il parle du, je crois, du titre japonais qui a un autre nom. C'est pas Conduit Caniveau, c'est.
je sais plus c'est quoi, il y a un truc qui s'appelle Conte de quelque chose. Et je dis, bah, c'est tout aussi bien, en fait, les deux se valent. Oui, J'ai pas noté, j'ai mais pas réussi à le noter, je l'ai plus en tête. et tu vois, c'est vrai que rien que le nom de l'histoire, La Cour des miracles, ça veut tout dire, quoi. Oui, Tu vois, y a pas plus, il y a pas de commentaires à faire avec un titre comme ça. je suis d'accord. Et ouais, et bah, par contre, j'ai bien aimé bah, la postface de Yoshiharu qui donne son point de vue sur son frère et qui Mmh. m'a peut-être donné des explications au début pourquoi il y avait des trous dans ce tome-là. C'est quand il explique que ouais, son frère il s'est arrêté, il a voulu, ils ont voulu créer un magazine ensemble, ils ont pas réussi. Il a fait Garo, Garo était un petit peu en train de perdre de l'argent donc il a dû arrêter. Il a fait du boulot, sa boîte a fait faillite. Il a fondé une boîte, la boîte a fait faillite. Ouais. C'est un poissard. Moi, je trouve que c'est un poissard ce Dada Otsuge. Et je sais pas Ah non, si- mais à chaque fois, il était jamais au bon endroit et au bon moment, hein. Il et y a je, des personnes comme ça, et je peux ils ont beau essayer, ils n'y arrivent pas, quoi. Et je peux comprendre que ces œuvres soient pessimistes, hein, parce que quand t'as une vie aussi misérable, tu vas rarement faire une œuvre positive, hein, quand t'as jamais Oui, et connu puis le bon. il a commencé de tout en bas. Quand tu commences de tout en bas, c'est extrêmement difficile de monter, en fait. Et, j'avais noté aussi on a les hypothèses de l'impopularité de l'auteur qui trouvait que son histoire était trop de noirceur. Et il y a aussi un truc marrant, il explique aussi peut-être pourquoi son frère est pas très connu, c'est que ses œuvres ont été faites à des petits tirages. Et moi, il explique Mmh. que ouais, il y a eu, pour certaines de ses œuvres, il y a eu genre 500 exemplaires. Ouais, c'est que dalle. 500 exemplaires, c'est faut les retrouver aujourd'hui, hein. Et c'est surtout au Japon, quand tu sais que le moindre truc se vend quand même assez facilement, on n'est pas du tout sur le même marché. Ouais. 500, Donc c'est assez fou. les 500 exemplaires, il faut les retrouver. J'espère que ces œuvres-là seront chez Cornelius, parce que ça serait dommage de pas avoir ça, parce que pour moi, ça fait vraiment partie d'un pan de l'histoire, au moins du Japon. C'est vrai que si on s'intéresse à l'histoire du Mais, Japon, c'est intéressant de nous montrer que c'était pas toujours tout beau, tout rose, hein. Même si à cette mais c'est époque-là, vrai. ça l'était pas trop.